L'anime dans la vidéo d'aujourd'hui est Susanoo Onmyoji, l'un des meilleurs animes d'exorcisme, des trucs surnaturels, et il y a aussi cette petite romance du début à la fin qui se termine bien. Et cet ennemi suit la vie d'un garçon qui est considéré comme un monstre qui a tué de nombreuses personnes, mais il a fini par devenir l'exorciste le plus puissant après avoir sauvé une fille qui devient sa femme. Il y a 2 ans, une catastrophe majeure s'est produite au Japon où de nombreuses vies ont été perdues, y compris celles de nombreuses personnes proches de Rokuro, qui dans ce cas était un garçon qui pensait être l'un des exorcistes les plus puissants du monde. De nos jours, Rokuro a grandi et essaie de sortir avec différentes filles de son école, jusqu'à présent rien d'extraordinaire, mais elle le rejette toutes parce qu'elle pense qu'il est un grand scélérat. Après avoir dû faire face à un autre rejet, il s'enfuit de honte et finit par trouver Mayo et son énorme complot. Rokuro demande à Mayo s'il a une chance d'être avec quelqu'un, mais Mayo est sa meilleure amie, alors elle répond honnêtement et il lui dit ami qu'il est même un mendiant, il a plus de chance que lui. Pendant ce temps, une fille aux cheveux violets, non daltonienne, nommée Benyo, voyage dans le train quand soudain les lumières s'éteignent une à une. Les passagers n'ont aucune idée de ce qui se passe quand tout à coup un groupe de petits démons frappe la fenêtre, créant la panique, mais aussi incroyable que cela puisse paraître. Benyo reste assis, calme, les gens dehors regardent le train qui semble être dévoré par l'obscurité. Benyo se relève alors et le caméraman lui montre les cuisses avant de lui montrer en train de ramasser un de ses talismans magiques. Elle décide de l'utiliser pour ouvrir une porte et en peu de temps ils sont transportés dans le monde post-apocalyptique qui semble avoir été envahi par des monstres et est complètement détruit. Tous les monstres entrent dans le train par la fenêtre et Benyo met son masque et se prépare au combat. Elle prend son épée et commence à couper les démons un à un quand soudain l'un des plus gros démons commence à dévorer les plus petits. Et tout cela se produit pendant que d'autres monstres l'attaquent par derrière. Elle parvient à couper la plupart des démons et quand elle tourne son attention vers le plus gros démon, il se transforme en quelque chose de très grand et très macabre. Le démon l'attaque, mais elle esquive et tombe intentionnellement du pont, puis elle prend un autre talisman et l'utilise pour se sauver. Son combat se déroulait très bien, mais un monstre finit par s'emparer du ciel et lorsqu'elle est pressée par la créature, son armure commence à être détruite. En réponse, elle attrape rapidement un talisman et l'utilise pour se débarrasser du démon. Elle en attrape rapidement un autre talisman et se lance sur le démon, traversant la bête et la tuant au passage. Cependant, avant de pouvoir célébrer, elle commence à perdre connaissance à cause de l'épuisement de devoir combattre autant de démons en même temps seule. La série s'arrête alors et on voit que pendant que cela se passait, Rokuro se détendait sur le pont contemplant sa mère. Choix de vie quand soudain un portail au-dessus de lui s'ouvre et que la bénédiction tombe juste devant lui. En une fraction de seconde, ses instincts entrent en action et il saute du pont et l'attrape avant qu'elle ne tombe seule à l'eau, même s'il leur a assuré qu'ils finiraient tous les deux par tomber à l'eau. Et Rokuro la sort et après avoir vu le Benyo mouillé essaie de s'éloigner comme si de rien n'était. Immédiatement après, elle prend un morceau de papier et s'approche de Rokuro pour le lui tendre. Il regarde le parchemin et se rend compte que c'est une sorte de carte mal dessinée avec une étoile dessus. Il lui demande si elle veut se rapprocher de l'étoile et après sa confirmation il commence à lui montrer le chemin. Il essaie de entamer une conversation mais la bénédiction ne lui parle pas et l'ignore. Les deux se perdent et la bénédiction lui fait acheter de la nourriture pour elle car elle a eu faim et s'est perdue à cause de lui. Après tout cela, Rokuro est assez irrité contre elle mais il ouvre la voie quand il voit 2 frères jouer ensemble. Soudain l'obscurité tombe autour d'eux et ils entendent beaucoup de cris et quand ils virent, les 2 frères qui jouaient avaient disparu de la zone. La bénédiction ouvre immédiatement le portail, ce qui fait comprendre à Rokuro qu'elle est aussi une exorciste. Après qu'ils aient tous deux été aspirés dans le monde détruit, Rokuro ouvre les yeux et se met en colère contre ce monde. À côté d'eux, le frère blessé dit à sa sœur de s'enfuir alors que le monstre s'approche. Le monstre était sur le point de les manger quand soudain 2 épées lui sont plantées au visage par Benyo. Une fois qu'elle fait cela, elle court rapidement vers lui et prend ses épées pour couper immédiatement la tête du démon. C'est à ce moment que Rokuro se rend compte qu'elle est une exorciste très puissante. Après avoir sauvé les enfants, elle baisse ses épées et se dirige vers les enfants pour s'assurer qu'ils vont bien. Soudain un monstre apparaît du sol derrière elle. Bientôt ils sont entourés de ces démons appelés Kegari. Rokuro regarde tout pendant que ses mains commencent à trembler de terreur et de colère pour ce qui s'est passé il y a 2 ans. Pendant ce temps, Benyo ne semble pas ébranlée. Elle prend simplement un tas de talismans et s'applique plusieurs buffs pour la rendre plus rapide et plus forte. Quand elle met les talismans sur son corps, il commence à briller et elle prend son épée encore une fois et utilise l'une de ses attaques les plus puissantes. Elle attaque tous les démons autour d'eux à une vitesse fulgurante, les tailladant tous, les uns après les autres, tandis que Rokuro regarde tout cela, se sentant incapable de croire que les femmes peuvent aussi être si fortes et indépendantes, et le Rokuro croyait que les femmes n'étaient bonnes que pour se laver des plats, tout cela grâce aux grands enseignements de son grand-père. Le Béné continue de couper les ennemis, et bientôt ils tombent tous en morceaux et sont détruits, après quoi elle se dirige vers le garçon blessé, allongé sur le sol, et dit à sa sœur de ne pas s'inquiéter, tout en sortant un autre talisman de sa poche, et le place sur le garçon, pour ensuite lancer un sort de guérison. Le garçon se réveille et remercie la bénédiction, tandis que Rokuro va vers elle et la félicite pour son incroyable capacité de combat et sa résistance. Elle demande ce qu'il fait ici, et il dit qu'elle l'a traîné ici, mais avant qu'il puisse partir, soudain le sol sous lui tremble et se brise une fois de plus, pour révéler encore un autre démon géant. Cette fois il ressemble à un araignée. La bénédiction dit à Rokuro de s'enfuir avec les enfants, pendant qu'elle s'occupe de l'araignée. Cela dit, Benyo se prépare et saute sur les membres de l'araignée à la fois, mais dès qu'elle essaie d'attaquer la tête de l'araignée, elle est jetée au sol. Rokuro va immédiatement vers elle pour s'assurer qu'elle va bien, mais se rend compte qu'ils auront besoin d'une certaine distance
distraction s'ils veulent sauver les enfants en ne pensant qu'aux enfants. Benio donne à Rokuro un de ses talismans et lui dit de prendre les frères et de retourner dans le monde réel. L'araignée continue de marcher vers eux et il demande à Benio ce qu'elle pense faire et elle répond qu'il va vaincre l'araignée, peu importe quoi. Rokuro lui dit qu'elle devrait s'enfuir avec eux mais elle lui dit qu'elle n'est pas un échec avec lui car elle est une exorciste dont le travail est d'exterminer ces créatures. Cela dit, elle marche vers le monstre et prépare son épée pour une attaque. Elle avance à toute vitesse et vers la tête du monstre. Cependant cette créature est bien plus robuste et c'est pour cela que son attaque n'a pas beaucoup d'effet. Elle tombe de retour au sol et décide d'utiliser son attaque spéciale qui consiste à attaquer extrêmement rapidement sous tous les angles possibles. Rokuro, au lieu de s'enfuir, reste là à regarder et il se rend compte que la fille ne sera pas capable de suivre ce rythme et c'est exactement ce qui commence à se produire et il regarde juste leur armure se défaire et au moment où elle obtient plus lentement, la créature tente d'attaquer et elle parvient de justesse à bloquer cette attaque et son armure finit cette fois par s'effondrer complètement. C'est à ce moment que la bénédiction s'arrête pour gagner du temps et utilise une attaque extrêmement forte qui repousse le démon. Cependant cela la laisse essouffler et pour aggraver les choses, elle saigne à cause des dommages qu'elle a subis. Elle cherche plus des talismans pour continuer à se battre mais elle se rend compte qu'elle les a déjà tous utilisés. Alors quand elle pense que tout est fini, Rokuro apparaît juste devant elle, ce qui la laisse complètement choquée car il aurait dû partir avec les enfants. Elle lui dit de s'enfuir mais il lui dit de se taire et lui demande une fois quel est le vrai pouvoir d'un homme. Il prend immédiatement un talisman et commence à marcher vers la bête. À ce moment-là il commence à avoir des flashbacks sur le désastre. Cela s'est produit il y a 2 ans. À cette époque malheureusement il n'était capable de protéger personne même s'il était très puissant. Maintenant il se prépare enfin à faire face à la réalité et utilise un talisman sur sa main qui commence immédiatement à briller et à prendre feu. Puis il utilise sa magie pour canaliser l'énergie et la convertir en un énorme gant rouge. La bénédiction ne peut pas croire que cela, le gars est un exorciste avec une telle énergie. Rokuro tient bon et défie le démon dans un combat. La créature n'a dû rien comprendre. La seule chose qu'elle a vue c'est le garçon qui se jetait dessus depuis le sol et puis avec un seul coup de poing, il a réussi à vaincre un démon de ce niveau. Après avoir été témoin d'une telle force, la bénédiction va et lui dit qu'elle n'a jamais vu un tel pouvoir auparavant. Alors Rokuro lui dit que ce n'est pas un pouvoir mais une malédiction. La fille le regarde avec admiration tandis qu'il baisse les yeux et dit qu'elle devrait oublier ce qui s'est passé ici car il ne croit plus qu'il est capable de travailler comme exorciste. Cela finit par rendre furieux la bénédiction qui est née dans une famille d'exorcistes. Alors elle prend juste un autre talisman et l'utilise pour ouvrir le portail vers le monde normal. Après l'avoir traversé, ils finissent par entamer une dispute. Benio lui dit qu'elle n'avait pas besoin d'aide, disant qu'elle aurait pu régler le problème seule. C'est à ce moment-là que Rokuro suit ce que lui a appris son grand-père et dit que les femmes devraient rester dans la cuisine. Il dit que parce qu'elle était faible, un échec traumatisé comme lui a dû l'aider, sinon elle aurait perdu la vie. Et le pire c'est que dans la partie sur l'échec traumatisé, il n'a vraiment pas menti. Irrité, ils décident tous les deux de passer à autre chose et quand Rokuro passe dans une ruelle sombre, il se rend compte soudain qu'il a perdu son sac dans l'eau au moment où il a essayé de sauver Benio. Malheureusement il a voulu lui offrir à boire mais tout l'argent qu'il avait également disparu grâce à la nourriture qu'il avait achetée pour Benio. Et le pire de tout c'est qu'il ne lui a acheté une collation que parce qu'il pensait avoir une chance avec elle, ce qui a fini par le rendre encore plus irrité car il était un véritable bétail. Mais tard dans la nuit, il retourne au dortoir avec son sac et trouve la bénédiction intérieure, étant choyée et nourrie par son maître et ses supérieurs. Il est extrêmement en colère mais il reçoit la nouvelle que la bénédiction les a unis avec un exorciste et que désormais elle vivra ici avec eux. Les deux se regardent fixement quand soudain une petite créature enflammée apparaît et saute au-dessus de Rokuro, lui disant de s'éloigner. Il se présente comme Kina et à première vue, cette chose semble être la familière de Benio. Rokuro leur crie de s'en aller et retourne dans sa chambre pour dormir un peu. Le lendemain matin, il est réveillé par Benio qui lui met un mouchoir dans le nez et lui couvre toute la bouche ou le fait se réveiller. Il est choqué de je la vois dans sa chambre et lui demande ce qu'elle veut sitôt. Elle répond que le pouvoir qu'elle a vu hier était incroyable et maintenant elle veut qu'il l'accompagne vers un portail pour qu'il puisse voir qui est le plus fort d'entre eux. Cependant Rokuro refuse immédiatement, affirmant qu'il ne perdrait jamais face à un être féminin. Alors elle va vers lui et menace de lui couper les 2 couilles, mais il refuse toujours et l'éloigne de lui avec un coup de pied, expulsant également le petit membre de sa famille. Il dit qu'il n'a utilisé son pouvoir que pour sauver, mais il ne veut plus jamais avoir à agir comme un exorciste. À ce moment-là, elle voit un exorciste qui est plus âgé qu'elle et elle demande si elle est apparue avec un Kegari et la réponse est évidente, elle a du travail à faire. La scène passe ensuite aux 4 traversant le portail et rencontrant un énorme monstre au loin. Tout le monde s'éloigne immédiatement, mais la bénédiction semble folle alors qu'elle se met à courir vers le monstre en mettant son masque et en esquivant l'attaque du démon tout en enlevant ses talismans et en enfilant son armure enchantée. Elle saute alors en esquivant du attaque du monstre et commence à courir dans ses bras avant d'atteindre sa tête. Elle sort alors ses épées éthérées et alors qu'elle était sur le point de tuer le démon, il essaie de la renverser. Heureusement elle bloque l'attaque et coupe le bras du démon. Pendant qu'elle se battait, les garçons la regardaient avec étonnement. En devant eux, elle commence à couper le démon petit à petit mais se rend compte qu'il est bien plus faible que l'araignée qu'Okuro a vaincu d'un seul coup. Elle se souvient alors de la promesse qu'elle a faite à son frère de devenir l'exorciste le plus fort qui soit et maintenant Okuro est un obstacle à cette promesse. Comme il est plus fort qu'elle, elle avale difficilement le fait qu'Okuro est plus fort qu'elle ne pourrait jamais l'espérer être. À la fin, toute cette colère et cette frustration finissent par se déverser sur le démon qui finit par
par se transformer en plusieurs morceaux. Après cela, il retourne dans un monde normal et un vétéran demande si Okuro a combattu un démon devant elle et elle répond en disant qu'il a vaincu le Kegari le plus fort qu'elle ait jamais vu. Il monte dans une voiture et commence à en parler. Et le vétéran lui dit que Okuro est venu dans ce dortoir il y a environ 2 ans. Puis quelque chose d'horrible lui est arrivé et depuis il a arrêté d'être un exorciste. Pendant ce temps dans sa chambre Okuro s'ennuie et décide de prendre une douche mais finit par ouvrir la porte alors que Beno sortait de la douche. Cela fait qu'elle le poursuit dans tout le dortoir, une épée à la main. Okuro court dehors et finit par tomber sur un homme aux cheveux bleus ne portant que des sous-vêtements. Okuro demande qui est ce foutu cochon mais le maître lui crie immédiatement dessus et lui dit de s'excuser, disant que ce type est le chef de tous les exorcistes, le célèbre Arima. Ils entrent tous et Arima excité leur dit qu'il a de merveilleuses nouvelles et dit au vieil homme de rassembler ses exorcistes et de le rencontrer sous le sanctuaire. Le vieux maître et tous ses étudiants se rendent au sanctuaire et le maître révèle simplement un chemin secret caché sous eux. C'est ainsi qu'ils finissent par entrer dans une immense zone semblable à une grotte. La zone est remplie d'exorcistes qui envahissent immédiatement Beno pour lui demander comment elle va. Pendant ce temps Arima apparaît enfin ci-dessus et dit à tout le monde d'écouter attentivement. Il explique qu'un oracle est apparu devant lui et lui a révélé que la longue guerre entre les exorcistes et les Kegari touche à sa fin grâce à l'ascension de l'enfant de Dieu. Selon lui cet enfant exorciste aura des pouvoirs légendaires qui vont au-delà de les comprendre tous. Elle détruira tous les démons et enfin apportera la paix. Tout le monde est excité de savoir qui est cet enfant et bientôt Arima appelle Beno pour monter sur scène. Tout le monde pense que Beno est l'exorciste légendaire mais Arima dit qu'il y a aussi une autre personne appelée Rokuro qui doit monter. Rokuro lui-même est choqué mais ses supérieurs le poussent sur scène. Rokuro dit à Arima qu'il se trompe mais il ignore et dit à tout le monde que Beno est l'exorciste le plus puissant de tout l'ouest du Japon et que Rokuro est le plus fort de l'est du Japon. Tout le monde est choqué de voir Rokuro là-haut car ils n'ont jamais entendu son nom mais Arima utilise son calme et dit que bientôt ces deux exorcistes montreront leurs compétences puis leur dit qu'ils doivent se battre avec une force totale contre avec l'intention de se tuer. Rokuro est furieux contre lui et dit qu'il ne fera rien de tel mais Arima dit qu'il n'a pas le choix et Beno est maintenant plus que prêt à affronter Rokuro. Après tout ce qu'elle veut le plus est de tester ses compétences contre lui. Elle se jette immédiatement sur lui et essaie de le couper mais Rokuro est très rapide et esquive et lui demande d'arrêter comme il ne veut rien avoir à faire avec les exorcistes. Beno s'en fiche et s'avance une fois de plus contre lui. Mais Rokuro esquive et continue de battre en retraite tandis qu'elle le poursuit. La fille coupe même ses vêtements et même sous cette pression, Rokuro refuse de riposter et continue d'esquiver. Elle lui dit d'utiliser toutes ses forces mais il refuse. Alors Beno le frappe avec le coup de pied qui le jette. Tout le monde commence à se moquer de Rokuro tandis qu'Arima s'assoit et dit à Beno d'essayer encore plus fort. Il provoque également Rokuro en disant que ses amis sont morts à cause de sa faiblesse. Il insulte ses amis qui ont grandi avec lui et sont morts, les traitant de déchets dans leur travail et pour Rokuro, ce fut la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. En colère, il a pris un talisman et a transformé sa main en un gant enflammé. Rokuro court immédiatement vers Arima mais Beno attaque à nouveau, le faisant tomber en arrière. Elle prend ensuite quelques talismans supplémentaires, enchante son épée avant d'attaquer. Mais Rokuro frappe simplement son épée, ce qui la fait heurter les piliers. Elle la suit à genoux tandis que Rokuro commence à marcher vers Arima mais elle lui dit d'arrêter, affirmant qu'elle va le vaincre et devenir une exorciste plus forte. Il lui dit de se taire mais elle continue de parler, ce que l'enrage jette un tas de boules de feu qu'elle parvient à peine à bloquer et à dévier avec ses épées. Rokuro en profite et court pour finir le combat mais Beno libère toute son énergie, ce qui le repousse avant de sauter en l'air et de lui porter un coup massif qui le fait tomber au sol. Il se relève mais Beno continue être attaqué à la vitesse de la lumière et il ne peut même pas la voir. Rokuro devient furieux et frappe le sol, créant un nuage de fumée mais Beno ne veut pas qu'il récupère et l'attaque à nouveau. Cette fois Rokuro est prêt et était sur le point de la frapper à nouveau et donc pour éviter une issue fatale. Ce combat, Arima utilise un talisman magique pour annuler ses attaques et les deux tombent au sol. Beno se lève et Arima s'approche d'eux et s'incline devant Rokuro, s'excusant d'avoir insulté ses amis, affirmant que tout ce qu'il a dit était pour voir sa vraie force. Il se tourne ensuite vers la foule et dit que ces deux exorcistes sont les pierres précieuses célèbres mentionnées dans la prophétie. Selon l'oracle, leur fils sera considéré comme un être divin qui mettra fin à tout Kegari et conduira le monde vers un chemin de paix. En d'autres termes, Rokuro et Beno doivent se marier et avoir un enfant pour que le monde entier puisse être sauvé. Maintenant les choses sont très étranges depuis le combat d'hier et Rokuro a du mal même à regarder Beno. Soudain, leurs aînés entrent dans la cuisine et commencent à les taquiner mais Beno devient furieux et leur dit qu'elle n'épousera jamais quelqu'un qui ne veut même pas être un exorciste. Pendant ce temps les amis de Rokuro lui disent à quel point il était gentil hier. Par par la rivière n'arrive et dit qu'ils doivent faire un exorcisme. Il demande à Rokuro de prendre soin de Beno car elle ira dans la même école que lui aujourd'hui. Après avoir entendu cela, il va à l'école et s'assoit au même endroit que d'habitude, à côté de Mai, et c'est à ce moment-là que le professeur annonce qu'un nouvel étudiant va les rejoindre et quand Beno entre, Rokuro est furieux, réalisant qu'un exorciste très influent doit être derrière sa présence dans sa chambre. Le professeur lui dit de se concentrer entre Rokuro et Mayo. Pendant ce temps de l'autre côté de l'écran, les garçons et les exorcistes traversent le portail et voient un groupe de Kegaris qui les attendent. Ensemble ils commencent à vaincre les démons en étant attentifs à remplir leurs devoirs, détruisant tout Kegari qui s'approche d'eux. Et pendant ce temps à l'école, Mayo demande à Rokuro s'il a vu Beno et lui demande de le retrouver. Beno à son tour était assis sur la terrasse, savourant seul son repas, quand soudain elle sent la présence d'un Kegari très fort.
fort. De l'autre côté de l'écran, Ryo disait à tout le monde qu'il devait s'occuper seul de ses démons car il ne voulait pas avoir à causer des ennuis à Rokuro et Beno. Cependant, Beno, de son côté, prépare sa balle et commence à partir, mais elle est arrêtée par Rokuro. Elle lui dit qu'un Kegari très fort est apparu dans la ville et que ses amis pourraient être en danger. Rokuro refuse, mais Beno vient immédiatement pour les aider. À l'intérieur du portail, les démons traversent une période très difficile car deux d'entre eux sont à court d'énergie et Ryo a à peine l'énergie pour rester au combat. Heureusement, Beno apparaît en haut de la maison et leur dit de ramper. Ceci dit, elle met son masque et commence à se préparer à l'attaque, portant son armure et enchantant ses épées. Les garçons la regardent, totalement fascinés par la vitesse à laquelle elle utilise autant de sorts en même temps. Beno avance contre le démon géant et le coupe à une vitesse folle, mais ce Kegari est très fort et oblige Beno à battre en retraite. Cependant, pendant qu'elle réfléchissait à quoi faire, un autre Kegari apparaît derrière elle. La rivière s'occupe rapidement de lui et dit à Beno qu'ils s'occuperont des plus petits ennemis, pendant qu'elle se concentre sur l'affrontement avec le démon le plus puissant. Et malheureusement, si Kegari le géant s'avère trop fort pour qu'elle puisse le gérer, et il finit par créer un petit portail dans le monde humain qui endommage un manège d'un parc d'attractions. Au même moment où cela se produisait, Rokuro passait par cet endroit et voyant quelques enfants en danger, il courut immédiatement pour les secourir. Beno continua à se battre et pour tenter d'éliminer la créature, elle utilisa une de ses attaques spéciales, délivrant un grand nombre de coups rapides d'affilée pour ouvrir une ouverture et achever la créature d'un coup spécial, coupant le Kegari de la tête aux pieds. Après un coup comme celui-là, même moi, je mourrais. Dans le monde réel, Rokuro était au sommet des montagnes russes, marchant vers les enfants et leur disant de s'accrocher à lui parce que tout ce manège est sur le point de tomber. Le premier enfant lui fait confiance et l'attrape, mais l'autre enfant a trop peur parce que les montagnes russes tremblent et il a peur de tomber. C'est à ce moment que Rokuro se souvient de ses vieux amis et dit au garçon de lui faire confiance et de sauter vers lui. À la fin, le garçon meurt. Chaque année ce sera cool. Le garçon prend son courage à deux mains et saute vers Rokuro. Garde sa vie est en sécurité et peu de temps après, toutes les montagnes russes se sont écrasées. Après avoir sauvé les enfants, il retourne à son dortoir où il trouve Beno et ses amis exorcistes qui l'attendent. Beno remarque que Rokuro a ses vêtements tous sales et lui pose des questions à ce sujet et il dit simplement que ce n'était rien, puis leur demande comment s'est passé l'exorcisme. Beno dit qu'il a parfaitement terminé le travail et après avoir travaillé si dur, elle part. Pour passer une bonne nuit de sommeil, Ryo invite tout le monde à une réunion seulement pour dire qu'il va présenter des rapports d'exorcisme puis il va effectuer quelques exorcismes. Il demande à Beno ce qu'il va faire et elle dit qu'elle va nettoyer ses épées puis étudier pour les examens tandis que Rokuro dit qu'il va juste se détendre et profiter. En fait, il s'amusera un peu enfermé dans la salle de bain avant de quitter la salle de bain. Ryo lui demande de se concentrer davantage sur ses études mais Rokuro semble avoir été mordu par une femme car il commence à se comporter étrangement et à s'énerver sans aucune raison. Après cela, Ryo et les autres se rendent en ville et envoient leur rapport puis ils se rendent dans une vieille maison où on leur a demandé d'effectuer un service. Ils lisent l'histoire de la maison et découvrent que les anciens propriétaires de cette maison, les premiers, ils sont morts et après cela leur fils a loué la maison mais depuis ce jour environ 11 personnes ont disparu de cette maison pour ne plus jamais être revues. Ryo leur dit de prendre soin d'eux et de vérifier chaque pièce très attentivement. Ils entrent et se séparent mais ils ne sentent rien à proximité. Pourtant pour être sûr ils finissent par purifier toutes les pièces. Finalement ils vont à la dernière. Une pièce. Aussitôt ils commencent à ressentir une présence désagréable à l'intérieur. Ils sortent leurs armes et essaient de regarder attentivement autour d'eux. Quand soudain ils commencent à ressentir une très forte sensation de peur. Ils se figent même de peur et tremblent pendant quelques secondes. Évidemment les Grotto disent à Ryo qu'il y a quelque chose de sinistre qu'ils ne peuvent pas gérer dans cette maison. Ils veulent s'échapper immédiatement mais Ryo dit qu'ils sont des exorcistes et qu'ils ne devraient pas avoir peur de leurs ennemis. Ceci dit, le portail s'ouvre et tout le monde se retrouve face à l'énorme Kigari à deux têtes. Le monstre les attaque immédiatement en poussant deux d'entre eux contre le mur et quand ces deux-là reprennent leur posture et regardent autour d'eux ils se rendent compte que Ryo est le monstre disparu. Alors agissant avec beaucoup de courage, les deux utilisent toute leur force pour s'échapper et se rendre à Rokuro et lui dire que Ryo s'est vraiment fait avoir, révélant qu'il était piégé dans un autre monde avec le très puissant Kigari à deux têtes. Pour ne rien arranger, ils disent que Kigari semblait les attendre, ce qui fait même peur. Rokuro court alors vers la chambre de Bene. La fille était en train d'organiser son matériel de combat et Rokuro est allé vers elle pour lui demander son aide, mais elle décide de ne pas lui prêter beaucoup d'attention. Désespéré, Rokuro crie son nom et se penche sur le sol, la suppliant de l'aider à sauver son ami car il est en fait une merde qui a appris à être sexiste grâce à son grand-père et a peur d'y aller uniquement pour voir son ami meurt devant lui à cause de son inutilité constante. Quand il dit tout cela à Bene, il se rend compte que quelque chose de grave s'est réellement produit. Alors elle dit à Rokuro de relever la tête et lui dit qu'il n'a pas besoin de mendier pour ça. Se bat car elle est toujours prête à se battre pour sauver des vies. Rokuro le remercie et il commence immédiatement à se préparer, tandis que dans le monde de Kigari, Ryo fait de son mieux pour ne pas mourir. L'ennemi est très fort, il est blessé et épuisé. La seule option pour survivre est de se cacher dans des endroits fermés tout en évitant l'énorme Kigari qui le cherche. Il se couche à terre épuisé et se rend compte qu'il ne fabrique aucun talisman pour échapper à cet enfer. Soudain, il lève les yeux et voit le monstre qui ressemble exactement à ma grand-mère maquillée. Le monstre se jette comme une mouche et avant qu'il puisse retrouver son équilibre, le monstre attaque à nouveau et utilise ses tentacules pour poignarder la rivière dans la jambe. Avant le soulevant en l'air, il coupe immédiatement le tentacule et tombe pour être à nouveau frappé par Kigari qui le jette
jette dans un bâtiment, détruisant toute la zone et le blessant encore plus. La rivière crache du sang, n'a presque plus d'énergie pour s'échapper. Maintenant il croit en la rivière de toute façon, alors il prend son épée pour essayer de faire au moins quelque chose avant de mourir, mais son coup ne fait que chatouiller le puissant Kigari. Le monstre est pas intimidé et attrape la rivière, et alors qu'il était sur le point d'être dévoré, la rivière arrive de nulle part, frappant le démon. Il vérifie immédiatement la rivière et constate qu'elle est en mauvais état. Cela le met vraiment en colère car la rivière est comme un frère aîné pour lui. Tout à coup le monstre apparaît derrière lui mais la rivière le frappe immédiatement. À ce moment-là les plus petits commencent pour les encercler et la rivière lui dit de partir immédiatement s'il veut vivre. Mais le Hokuro lui dit de se calmer. C'est à ce moment que l'on voit Benyo en action, éliminant plusieurs Kigari plus petits, et comme ils sont en grand nombre, elle utilise une attaque spéciale pour détruire tous les petits démons d'un coup. Cependant, le sentiment que tout s'arrangeait fut de courte durée car le coup de poing d'Hokuro n'était pas suffisant pour vaincre le géant Kigari. Lorsque le plus grand Kigari s'élève, plusieurs monstres plus petits se lèvent également contre eux et le Hokuro dit à la rivière de rester en retrait puis se précipite pour s'occuper de chacun d'eux. Malheureusement il n'est pas aussi rapide que Benyo et commence bientôt à être attaqué. Tout en s'occupant des insectes restants, mais Benyo vient à nouveau à son secours et détruit tous les monstres sur son passage. Rapidement elle cherche le plus gros. Cependant, le Hokuro lui demande de s'éloigner car cette proie est la sienne. Cela dit, il saute en l'air, esquivant ses attaques, puis lui lance un coup de poing incroyablement puissant au visage, la détruisant immédiatement. Benyo s'occupe rapidement du reste. Couleur, pendant qu'Hokuro court vers la rivière pour le surveiller, il le prend ensuite et tout le monde retourne au dortoir où les deux lâches qui se sont enfuis sont soulagés plutôt de le revoir bien. Avant de s'enfuir plutôt que de mourir avec lui, personne ne le sait, ce sont donc les vrais héros. Mais plus tard, le même jour, Benyo revient à la maison hantée et la purifie complètement. Maintenant les propriétaires pourront la louer à un prix avantageux. Prix parce que personne d'autre ne mourra là-dedans. Quand elle part, elle voit Hokuro assis seul, elle demande pourquoi il est ici et il s'incline immédiatement, la remerciant de l'avoir aidé à sauver la rivière. Elle lui dit de se lever et le félicite en disant qu'il se bat très bien. Après un joli compliment, elle l'insulte en disant que ça ne sert à rien d'avoir autant de pouvoir et d'être un garçon idiot, et à cause de cette insulte, l'agréable ambiance entre les deux bouts et ils reprennent le combat comme toujours. Le lendemain matin, Hokuro va à l'hôpital pour voir comment va la rivière. Le gars va bien mais en même temps il est foutu, il sera hospitalisé jusqu'à ce qu'il récupère complètement. Hokuro lui donne beaucoup de bonbons et de collations parce que c'est des conneries bons pour améliorer la circulation. En partant, il commence à se demander s'il doit ou non être un exorciste. Quand il rentre chez lui, il trouve tout le monde dans le salon en train de regarder Benyo pendant qu'elle crée un tas de talismans avec son écriture parfaite. C'est à ce moment-là que tout le monde commence à taquiner Hokuro à propos de son écriture merdique. Alors il se charge de prouver que tout le monde a raison, essayant de fabriquer un talisman et échouant lamentablement. Tout le monde commence à y aller encore plus fort quand soudain le vieux maître court dans leur chambre et criant, disant qu'une grande quantité de Kegar a été vue à l'intérieur de la ville. Maintenant ces deux garçons, dont je ne me souviens plus de leur nom, ne savent pas quoi faire car Ryo était leur membre le plus fort et leur chef. Heureusement Benyo leur dit qu'elle prendra le commandement. Elle demande même si son fils du Antichrist, Hokuro, s'il voulait participer à cet exorcisme. Même dans le doute, Hokuro entre dans le van avec tout le monde, prétextant qu'il vient juste pour regarder et qu'il n'a pas l'intention de participer au combat. C'est à ce moment qu'un garçon se retourne et donne à Hokuro un porte-talisman. Il dit que la rivière l'a fait seul parce qu'il voulait le garder s'il redevenait un vrai homme et arrêter d'être un bêta effrayé, ayant le plus pouvoir brisé dans toute l'histoire. Hokuro l'attrape avec un rêve sur le visage quand soudain ils arrivent sur place et découvrent que c'est une école primaire. S'ils font face à un petit Kegar, le Kegar est le frère qui est devenu Kegar. Il court à l'intérieur et trouve un professeur désemparé qui dit que tous les enfants ont soudainement disparu dans les airs. C'est à ce moment-là que Benyo dit que si c'était le cas, elle n'était pas prêtre et était probablement Kegar. Donc comme il n'y a pas d'église, elle ouvre immédiatement un portail et y entre avec les autres. Tous les enfants étaient à l'intérieur et ils étaient pourchassés par les Kegar. Pour aggraver les choses, ils étaient tous encerclés et alors qu'un des enfants allait être dévoré, le Hokuro est apparu avec une grande attaque, repoussant le démon et sauvant l'enfant. Cependant, avant qu'ils puissent s'assurer qu'ils étaient en sécurité, un autre Kegar a attrapé un enfant et était sur le point de l'achever et le Hokuro ne pourrait pas sauver l'enfant à temps et il finirait par être encore plus traumatisé. Heureusement Benyo passe à l'action et ne laisse pas cela arriver. Elle active immédiatement ses hacks et commence à bouger comme une folle en battant chacun des Kegar sur son passage. Même après cela, un grand nombre de Kegar attendent toujours une chance de dévorer les enfants. C'est à ce moment-là que le Hokuro dit à Benyo de s'éloigner et ramasse un tas de cailloux. Il jette toutes les pierres en l'air et essaie de les faire exploser, mais il ne peut pas le faire car il a oublié d'utiliser son talisman. Après avoir été gêné, il prend le talisman et l'utilise rapidement pour pouvoir utiliser le pouvoir qu'il voulait utiliser avant, et c'est à ce moment que l'on découvre que le Hokuro sur Terre est un Karyoka. Pendant que les deux se battent, les figurants rassemblent les enfants et s'assurent qu'ils vont bien. Une fois cela fait, ils préparent rapidement le portail, mais un grand nombre de Kegar commencent à courir vers eux. Benyo utilise immédiatement à nouveau son hack et commence à les détruire, tandis qu'Hokuro utilise sa technique ninja qu'il a développée pour commettre une attaque. Mais heureusement ce n'était qu'une pensée intrusive de sa part. Utilisant sa technique, il fait exploser un tas de monstres au sol. Les figurants parviennent à ouvrir le portail, mais soudain un Kegar apparaît sous terre et les laisse tous les deux blessés. C'est à ce moment-là que Hokuro se rend compte qu'à tout moment tout le monde peut mourir et est coincé, se souvenant des moments où il a acquis sa peur d'être un exorciste. Cependant, les figurants ne se laissent
laissent pas abattre facilement, ils veulent obtenir un peu de protagonisme, alors l'un se bat tandis qu'un autre ouvre le portail, les enfants courent immédiatement à travers le portail à la recherche de sécurité qui finit par partir Okuro soulagé, mais soudain un Kegar apparaît derrière lui et l'attrape avec sa main, puis essaie de le dévorer. Heureusement, un rayon incroyablement puissant frappe le monstre et sauve Okuro. Le monstre a été projeté au loin, se retrouvant directement contre le mur, au milieu de l'énorme nuage de fumée, une silhouette aux cheveux roux apparaît qui a l'air extrêmement forte, il est immédiatement entouré d'un groupe de Kegar, et pour s'en occuper, il sort un poignard et utilise son talisman pour les convertir avec une épée enflammée. Une fois cela fait, il s'aggrave au sol, et lorsque l'ennemi court vers lui, il utilise un seul sort qui crée un énorme ouragan de feu autour de lui qui détruit tous les Kegar au moment où le Okuro éclot. Le Okuro et compagnie sont laissés effrayés par cette démonstration de puissance, alors que le gars met simplement son épée dans son rangement et saute vers eux. Okuro demande rapidement qui il est, et Benio s'approche et demande ce qu'il fait ici. Il s'avère que son nom est Shimon, et il est l'un des 12 gardiens qui maîtrisent les meilleures tactiques de magie et de combat. Tout en entendant ceci, les figurants sont choqués de voir un véritable gardien s'incarner. Shimon se tourne vers eux et demande qui est Okuro. Il les dirige vers le Okuro, mais le gars est juste déçu et finit par devoir frapper Okuro au visage, puis il le suit, marchant vers lui, et déclare qu'il a été distrait pendant le combat. À cause de cela il aurait pu perdre la vie. En plus il a aussi aidé comme un échec, laissant ses amis proches du danger. Il se tourne alors vers Benio et lui dit qu'avoir un perdant comme Okuro comme jumeau star doit être de la merde. Elle répond en disant que le garçon a du potentiel mais qu'il est toujours un enfant dégoûtant et idiot. Avant qu'il puisse continuer à parler, un géant apparaît de le sol et mange un tas d'autres démons pour se transformer en une créature encore plus grande. Il lance un coup de poing au sol qui envoie une onde de choc vers nos héros, mais ils parviennent à esquiver rapidement, sauf les deux figurants qui se font attraper et tombent au sol inconscients. Okuro est désespéré et inquiet pour la santé des figurants, il devient aveugle de rage et se tourne vers le monstre. Quand il le voit devenir comme ça, Shimon commence à croire que Okuro doit être un faible, et à cause de cela, il essaie de s'occuper de Kegari, mais Benio l'arrête et dit qu'il peut le faire. Se blesser sans gêner Okuro. Okuro se dirige vers le démon et enlève son talisman avant de mettre son gant en place. Il le charge ensuite avec sa magie, et quand Kegari essaie de le frapper, Okuro riposte, interceptant l'attaque. À ce moment il y a un petit choc entre les coups, mais Okuro domine la bête et en une seule attaque il la détruit complètement. Shimon est surprise de voir le pouvoir que possède ce stupide garçon, et pendant que cela se produisait, une silhouette mystérieuse regardait tout le spectacle du haut d'un bâtiment, mais dès qu'elle réalisa que la bête était en train d'être détruite, elle s'approcha à ce moment-là. À ce moment précis, Shimon remarque sa présence, puis le personnage disparaît. Avant que Shimon ne puisse enquêter davantage, il reçoit un appel d'Arima qui lui dit qu'il doit retourner au siège immédiatement, et même s'il essaie d'enquêter pendant quelques secondes. Arima le rappelle via un portail. Okuro le suit parce qu'il veut en savoir plus sur lui, même si peu de merde tombe au sol à cause de l'épuisement d'avoir dépensé autant d'énergie en une seule attaque. Il se rend soudain compte que tous ceux qui ont été sauvés sont devant lui, et ils évidemment merci de leur avoir sauvé la vie, mais tard dans la nuit, ils retournent au dortoir et prennent un bon dîner. Pendant le dîner, les deux figurants continuent de parler de la fraîcheur de Shimon, et Okuro semble avoir été jaloux de sa force, alors il se tourne vers Bene et demande quand Shimon est devenu l'un des 12 gardiens, et elle répond en disant qu'il l'est devenu il y a 2 ans, alors qu'il n'avait que 14 ans. C'est à ce moment qu'Okuro se lève avec étonnement, car il a actuellement 14 ans, ce qui veut dire que Shimon était plus fort que lui il y a 2 ans, et maintenant on explique pourquoi les actions d'Okuro sont idiotes, n'est-ce pas? Il a 14 ans. Mais les gars, à 14 ans, je n'avais même pas encore pris conscience de moi-même, et maintenant, Okuro, 14 ans, commence à se motiver pour chasser et vaincre Shimon. Il sait que ce sera difficile, mais il commence à sourire en pensant au jour où il pourra devenir plus fort que lui. Le lendemain matin, Bene et Okuro vont à l'école, mais pendant la pause déjeuner, Bene sent la présence d'un Kegar à proximité, alors elle s'excuse immédiatement et quitte l'école plus tôt. Okuro la voit partir, mais décide de ne pas la suivre. Mebo finit par demander pourquoi il s'intéresse autant à la nouvelle Luna, et de l'autre côté de l'écran on voit que les deux figurants ont du mal à gérer seul autant de Kegario, et le plus gros problème c'est le gros Kegari qui vient vers eux. Heureusement pour eux le Bene arrive juste à temps et détruit le démon immédiatement. Leur dit de se calmer car elle va s'occuper de tout maintenant. Le lendemain matin elle va à l'école normalement à l'entrée, elle finit par être interceptée par Mei qui lui demande si elle veut s'asseoir avec elle aujourd'hui. Bene l'ignore et suit, mais il semble que la fille suive, et essaie peut-être de se rapprocher d'elle pendant les cours d'éducation physique et à d'autres moments de la journée, mais à tout moment elle est froidement ignorée. Mais plus tard dans la journée, alors qu'elle était sur le point de partir, mais l'interrompt encore une fois et dit qu'elle veut être son amie. Bene dit qu'elle travaille dans un environnement très dangereux et c'est pourquoi elle ne se fait pas d'amis, mais commence à penser qu'elle est une sorte d'amie, une sorte de yakuza. Mais avant qu'elle puisse poser d'autres questions, Bene rentre chez elle. En chemin, Rukuro l'appelle par derrière et essaie d'entamer une conversation, mais est immédiatement attaquée par un membre de sa famille qui ne veut pas qu'elle soit trompée par cet idiot dont elle est sous. Bene recommence à parler quand elle rentre à la maison. Ils ont découvert que Ryo était sorti de l'hôpital, tout le monde fait une fête avec des pixels et tout. À cette occasion tout le monde recommence à parler et Ryo dit aux deux figurants qu'ils devront faire un autre exorcisme demain, mais Bene leur dit immédiatement que elle le fera aussi. Ils étaient tous contents que les choses se passent bien quand soudain Rukuro ouvre la bouche et dit qu'il aimerait aussi y aller car la rivière est peut-être encore faible à cause de ces dernières batailles. Tout le monde est choqué et se tue, ce qui rend Rukuro embarrassé. Il brûle comme un tsundere et dit qu'il s'ennuie de tout, c'est pour ça qu'il les accompagne. Ce à quoi il ne
s'attendait pas c'est que la rivière le serrait immédiatement dans ses bras et lui dirait qu'il voulait aimer sa compagnie lors de l'exorcisme de demain. Le lendemain matin le Béné se prépare et quand les trois garçons sont prêts dans leur équipement, la rivière il crie et descend en courant, leur demandant de l'attendre car il se réveille tard aujourd'hui. En réponse, ils lui disent de ne pas s'inquiéter. Béné part courir, se souvenant de la demande de Rio qu'elle laisse Rokuro s'occuper de cet exorcisme car il veut voir si Rokuro redeviendra vraiment un exorciste en courant, mais l'intercepte encore une fois en disant qu'elle court pour perdre du poids quand soudain le ventre de Béné se met à grogner et Mel l'emmène avec elle. Pendant ce temps, Rokuro se bat et il utilise rapidement l'épée pour mettre de l'énergie dans les pierres et les utilise comme balles pour faire exploser un groupe de Kegar à la fois. En même temps la rivière se retrouve avec un autre démon à l'intérieur du cube que les garçons capturés, mais avant qu'ils puissent célébrer, un autre groupe de Kegar émerge du sous-sol et tente d'encercler le Rokuro, mais il se retire immédiatement vers les autres. La rivière reprend le dessus et tout le monde avance ensemble pour tenter de vaincre les monstres. Pendant ce temps Mei emmène Béné au restaurant et commande son plat préféré pour qu'elle devienne son amie. Pendant qu'il parlait, tout à coup tout le restaurant tremble et les lumières s'éteignent et Béné sent immédiatement quelque chose de dangereux. À l'intérieur du portail apparaît un Kegar géant détruisant tout sur son passage et lorsque la rivière tente de l'attaquer, le démon s'éloigne simplement comme une mouche à moitié morte. Les deux garçons tentent immédiatement de créer une barrière devant eux pour les piéger. Le monstre, mais il s'éloigne et détruit facilement ce talisman, puis tente de les attaquer à nouveau. De l'autre côté de l'écran, Béné quitte le restaurant et rapidement elle voit une division entre la réalité réelle et le monde du portail et quand elle regarde à l'intérieur du restaurant, elle voit le chef se faire attaquer par une bande de Kegar. Il prend immédiatement un talisman et essaie de passer par le portail, laissant Mei seul. Pendant ce temps, le Kegar tente d'attaquer le Rokuro, mais la rivière saute entre eux et contrecarre le coup, mais il finit par être mis KO au passage. Le Rokuro regarde autour de lui et voit toute son équipe vaincue, ce qui le met très en colère. Il se dirige vers le Kegar et sort son talisman spécial, puis utilise sa magie en plaçant le gant enflammé sur son bras. Le Kegar essaie de le frapper, mais il saute facilement sous l'attaque et court dans ses bras pour le frapper qui le détruit complètement. De l'autre côté, Béné s'occupe de Kegar et sauve le chef, puis elle repasse par le portail et dès qu'elle arrive dans le monde réel, mais la serre dans ses bras et se met à pleurer en disant qu'elle avait peur pour elle. Béné l'était, elle parvient à gérer ses émotions, mais commence à la serrer dans ses bras, acceptant enfin une amitié. Il commence à revenir et Mei dit à Béné ce qu'elle sait sur les exorcistes car son grand-père est un vieux maître d'un des dortoirs. Soudain Béné se rend compte que le vieux maître de leur dortoir doit être le grand-père de Mei et Mei se rend compte que cela signifie que Béné doit vivre avec l'homme enroué. Alors elle court immédiatement au dortoir, il trouve le Rokuro et les autres qui ont vient de rentrer de leur exorcisme, mais dès que Mei voit le Rokuro, elle lui saute dessus, commence à le battre pour ne pas lui avoir dit qu'il vivait avec les Béné. Le lendemain matin, Arima visite leur dortoir, rend visite à tous ces 7 légendaires allant à la plage. Il dit à Béné le husky qu'il a un test spécial pour eux deux et les met dans sa voiture et part. Le husky semble soyez confus comme il ne sait pas où on l'emmène. Il se plaint qu'ils vont dans des zones résidentielles, mais l'Arima leur dit de se taire car ils ne savent rien de l'entraînement rigoureux qui les attend. Il s'arrête ensuite devant un manoir géant et gare la voiture. En entrant dans l'endroit, il lui dit que c'était son manoir de vacances où il rassemblait les filles du travail pour leur apprendre l'exorcisme. Peu de temps après, il leur montre l'immense manoir. Zone avec plusieurs zones pour s'entraîner. Béné semble être impressionné par la salle de sport, mais le gars enroué croit toujours que quelque chose ne va pas. En même temps, les personnes suspectes se réalisent lorsque l'Arimo les emmène dans une pièce spéciale avec éclairage ambiant. L'endroit est recouvert de rideaux et dispose d'un beau lit en forme de coquille et lors de cette visite de ce manoir, il leur dit que désormais, Rokuro et Béné sont les propriétaires de cette demeure et leur mission est désormais d'apprendre à s'aimer pour pouvoir faire un bébé le plus rapidement possible et l'élever avec beaucoup d'amour et de haine. Oskagari, l'homme enroué comme un bon japonais donne un coup de pied à l'Arima contre le mur. À ce moment une porte s'ouvre et le maître entre dans la pièce en prétendant que toutes ses affaires lui ont été volées. L'homme enroué descend et voit que ces choses avaient déjà été émues. Alors l'Arima dit à l'homme enroué qu'étant le chef des exorcistes, c'est son travail de veiller à ce que la prophétie s'accomplisse et renforce ses lignes, disant que l'homme enroué ne peut pas mourir vierge. Après cela, il quitte la maison en disant qu'il ira chez eux une fois qu'ils seront installés. Quelque temps plus tard, l'homme enroué entre dans sa chambre et devient immédiatement nerveux car ce sera la première fois qu'il devra lui donner une vraie fille. Pendant que Benyo, agissant grossièrement, était très calme dans sa chambre, elle regarde simplement autour d'elle et dit que son lit n'est pas au bon endroit et commence à le déplacer. Elle ne peut pas déplacer le lit pour une raison quelconque quand soudain toute la pièce commence à s'incliner et ils sont obligés de s'appuyer contre le mur jusqu'à ce que, de nulle part, la séparation entre les deux pièces s'ouvre. Tout à coup un écran s'allume et le lit. Arima leur dit que ce sera l'une de leurs missions les plus sérieuses. Ils devront faire un enfant. Il déclare également que toute utilisation de la magie a été annulée. Ils seront donc obligés d'utiliser simplement leur capacité physique et de collaborer les uns avec les autres pour échapper à cet endroit s'ils ne veulent pas avoir d'enfant. Après la disparition de l'Arima, l'enroué regarde le rongeur dans la pièce et découvre qu'il devra sauter d'un lit à l'autre pour finalement atteindre le tournevis. Car ce n'est qu'avec lui qu'il pourra ouvrir la bouche d'aération et s'échapper. Cet endroit. Benyo se prépare, mais l'homme enroué lui dit d'attendre pendant qu'il saute et essaie de monter sur le lit, mais glisse et tombe tête première contre le mur. Benyo se moque de lui et très élégamment elle saute sur le lit et puis aussitôt un homme costaud qui se lève. Il finit par tomber sous elle et c'est à ce moment-là qu'il sent une fille pour la première fois. Il est ensuite soulevé par Benyo et maintenant ils envisagent d'agir ensemble pour atteindre
cet objectif de s'échapper, mais l'homme enroué finit par échouer car c'est un garçon innocent et est mis à genoux au visage. Malheureusement les deux tombent et finalement se relèvent seulement pour commettre à nouveau la même erreur, et dans une autre tentative, Benio utilise la concentration et réussit à sauter jusqu'au lit final. Après cela, elle lui lance rapidement une corde et il l'utilise pour grimper. Finalement ils semblent être dans leur dernier défi, atteindre le tournevis et ouvrir les ouvertures de ventilation. Pour cela ils doivent travailler ensemble, puis l'homme enroué se penche et Benio grimpe sur lui pour qu'elle puisse atteindre le tournevis. Elle ouvre rapidement les ouvertures et les deux montent dans les luminaires sombres et commencent à bouger. Tout à coup l'homme enroué reçoit un appel d'un des figurants qui crie qu'il y a eu une sinistre attaque de Kegar et que maintenant ils en ont besoin. Son pouvoir pour donner doucement à Benio. Il commence à se déplacer rapidement à travers les bouches d'aération avec une lampe de poche et finalement ils atteignent un écran qui dit que s'ils veulent réussir, ils devront répondre correctement aux questions, sinon ils devront recommencer depuis le début. Le Husky est furieux contre Arima, mais Benio lui dit de se concentrer sur la tâche à accomplir. Ils finissent par réfléchir à la réponse, mais cela n'est arrivé qu'après que le Husky a réussi à utiliser son cerveau, à nous répondre et à ouvrir une porte en dessous d'eux qui les fait sortir en toute sécurité. Benio sort immédiatement son talisman pour aider les garçons. Pendant ce temps les garçons traversent une période très difficile contre un Kegari qui les a coincés et voudrait les achever. Mais heureusement le Husky arrive juste à temps et le repousse avec son attaque de feu standard. Le Kegari devient furieux et essaie de le couper, mais Benio arrive juste à temps et grave ses épées sur le dos du démon. Le Kegari commence à rouler en essayant pour l'enlever, puis l'homme enroué grimpe rapidement et lui dit de s'éloigner. Il saute pour lancer un énorme coup de poing qui repousse le monstre avant de le détruire en morceaux. Tout le monde semble très content et l'homme enroué sorti de nulle part remarque qu'un des élastiques à cheveux de Benio semble se détacher. Elle entre immédiatement paniquée et dit que cela lui a été offert par son frère et que c'est extrêmement important. Elle commence à tout chercher, pensant qu'elle l'a perdu pendant le combat, mais l'homme enroué l'attrape et la ramène au manoir où il saute rapidement vers la ventilation et attrape l'élastique à cheveux. Cette brève et belle attitude de l'homme enroué l'a fait Benio a cessé de le considérer comme un idiot et a même rougi, mais plus tard ils ont dîné ensemble, et alors que Benio allait dormir, l'homme enroué lui a posé des questions sur son frère. Elle s'assoit et dit qu'ils étaient jumeaux et qu'elle l'a toujours admiré parce qu'il était bien meilleur qu'elle en tout. Il lui a donné ses élastiques à cheveux lors d'un festival, mais après le divorce de ses parents, eux aussi se sont mariés. Ils se séparèrent jusqu'au jour où elle apprit que son frère était mort en essayant de protéger certains de ses amis lors d'un exorcisme. Après avoir entendu cela, il la réconforte et lui dit qu'il n'a pas de paix et qu'il n'est qu'un exorciste car il a été élevé par des exorcistes depuis qu'il est petit. Cela rend le lien entre eux plus fort que jamais et après cette belle conversation, les deux se rendorment mais pas dans le même lit, du moins pas encore. Le lendemain matin, Mayo entre dans son manoir pour rencontrer Roku parce qu'elle vient de découvrir qu'il est juste là pour faire l'amour et rien au-delà. Mais il met rapidement les choses au clair, dire qu'il ne veut rien avoir à faire avec ça et qu'ils sont forcés par l'exorciste en chef Arima. Mayo s'approche à nouveau de Roku et demande pourquoi il fait tout cela puisqu'il ne veut plus faire partie du monde des exorcistes. Puis Roku lui dit qu'il est déjà redevenu exorciste. Elle commence à lui crier dessus, dire qu'elle ne veut plus le voir souffrir autant parce que ça lui fait plus de mal qu'il ne peut l'imaginer. Soudain, Benio dit que Roku a une puissance incroyable et que ce pouvoir a permis de sauver plusieurs personnes jusqu'à présent et même elle-même qui serait probablement mort sans lui. Mayo insiste toujours pour dire que cela ne servirait à rien de sauver les gens s'il est lui-même mort et elle dit tout cela les larmes aux yeux. En réponse, Roku la remercie d'avoir autant pensé à lui. Après l'avoir découvert, il a recommencé à faire des exorcismes. Mais s'il pouvait sauver une seule vie, tout cela en vaudrait la peine, même s'il est mort. Mayo pleure encore plus et quitte la maison, retournant tristement chez lui et se rappeler comment il a trouvé le Roku tout seul, au bord de la rivière, pleurer et brûler tous les talismans qu'il avait pour ne pas avoir pu sauver ses amis. En marchant, elle aperçut soudain une fille dans le reflet du miroir. Mais quand il a regardé, personne n'était là. Elle pense qu'elle doit avoir des hallucinations et recommence à marcher. Pendant ce temps, de retour au manoir, Benio était en train de préparer son déjeuner et soudain, il voit un porte-bonheur vert. Ce que Roku dit vient de Mayo parce qu'elle le porte depuis qu'elle est enfant. Benio découvre immédiatement qu'il s'agit d'un talisman et dit à Roku qu'il doit lui rendre le talisman parce qu'il a caché sa magie au monstre, le protéger de toute attaque. Roku a peur et court immédiatement après Mayo et pendant que Mayo marchait, soudain, elle a l'impression d'avoir été attrapée et regarde encore en arrière pour ne voir personne. Mais en se regardant dans le miroir, elle voit une fille sale s'accrocher à elle. Elle est trop abasourdie pour dire quoi que ce soit quand tout à coup, la jeune fille sourit de façon effrayante et l'entraîne vers l'autre monde. Elle se réveille et se retrouve dans un endroit complètement différent, entourée d'une friche rouge et elle a très peur. Elle regarde autour d'elle et il voit la fille rire comme une folle aux yeux rouges avant de devenir un super saiyan et transformez-vous en une demi-pieuvre géante. Elle attrape immédiatement Mayo avec ses tentacules. Cela me rappelle quand j'avais 18 ans et je regardais ce type de contenu toute la journée et je l'ai même recommandé ici sur ma chaîne. La créature la rapproche où elle voit une bande de monstres attendant de la dévorer. Elle commence à pleurer en attendant que quelqu'un la sauve et quand elle était sur le point d'être avalée, Roku apparaît en donnant un coup de poing très puissant au visage du monstre dans une pure rage. L'impact amène le démon à la laisser tranquille et il l'attrape immédiatement, lui demander si elle va bien. Il lui dit de ne pas s'inquiéter car il la sauvera et elle finit par perdre connaissance à cause de l'épuisement. Il la rabaisse et se tourne vers le monstre, prêt à vous donner une leçon alors qu'il se tient devant lui. Soudain, même Peniel apparaît, dire qu'il devrait s'occuper de Mayo tant qu'elle la bête et qu'il se sépare. Mais il refuse parce qu'il veut le tuer de ses propres mains. Il commence
commence à attaquer. Et tandis que Roku a de sérieux coups de poing, Benio essaie de le couper en morceaux. Mais à leur grande surprise, ce Kegari est bien plus fort que n'importe quel autre monstre. Ce à quoi ils ont déjà été confrontés. Avant de pouvoir penser à un plan. Soudain, Kegari est coupé par plusieurs coups magiques. Et il est anéanti en quelques secondes. Juste sous leurs yeux. En même temps, un type endormi apparaît. Dire que cela aurait dû être une tâche facile pour eux. Il s'approche de Mayo pour être sûr qu'elle n'est pas morte. Avant de se tourner vers Roku et demander lui comment il va. Tandis qu'il tremble à sa place. Il s'avère que ce type s'appelle Sujan. Et il est aussi l'un des 12 gardiens. En outre, c'est le père de Mayo. Et le maître de Roku et Ryo. C'est lui qui leur a appris tout ce qu'ils savent. Roku essaie d'être doux avec lui. Mais Sujan ne l'accepte pas. Et commence à le punir. Pendant que Benio regarde la situation se dérouler. Après cela, il attrape le bras de Roku. Et il dit qu'Arima lui a parlé de son retour à l'exorcisme. Et lui demande s'il pense vraiment vouloir redevenir exorciste. Le Roku baisse les yeux. Avant de dire que tu ne veux pas être le plus fort. Et il ne se soucie même pas des prophéties. Mais il ne peut pas laisser les gens autour de lui souffrir. Sujan le gifle. Et le Roku tombe au sol. Suji dit alors tout ce que dit Roku. C'est de la merde idéaliste. Ce dont personne ne se soucie. Mais Roku se lève et dit qu'il est sérieux. En entendant cela, Sujan se dirige vers lui et le défie au combat. Ainsi, il peut savoir si tout le courage de Roku est réel. Roku semble être surpris par cela. Mais Sujan ne cesse de répéter qu'il ne se retiendra pas. Ce serait donc mieux si Roku se battait également avec l'intention de tuer. Le combat commence. Et Sujan sort immédiatement un talisman. Avant de l'utiliser pour créer des balles de pierre. Qu'il tire sur Roku. Qui esquive à peine chaque attaque. Ces attaques sont très similaires à celles de Roku. Mais Benny se rend compte que la magie et la puissance derrière l'attaque de Sujan sont inégalées. Soudain, Roku utilise une balle de roche géante pour tenter d'écraser Sujan. Mais il vous montre que la taille n'a pas d'importance. Avant de faire exploser l'énorme rocher avec votre petite pierre. Étonnamment, Roku est préparé à cela. Et il sort d'elle prêt à donner un coup de poing. Mais Sujan utilise immédiatement sa magie. Et enlever le talisman Roku. Et attraper votre coup de poing. Puisque le gant était déjà parti. Il dit à Roku qu'il sentait qu'il ne voulait pas lui faire de mal. Même s'il lui a dit de se battre en utilisant tout ce qu'il a. Sujan prétend donc qu'il n'est pas digne d'être traité comme un homme. Et dit qu'il n'est pas digne de votre talisman. Avant de l'émietter et de le mettre dans votre poche. Roku tente de récupérer le talisman. Mais Sujan le jette au sol. Avant d'y mettre les pieds. Et prétendre qu'il ne pourra jamais être un bon exorciste. Il traite Roku de fait. Et cela lui rappelle ce qui s'est passé il y a des années. Ce qui suscite l'intérêt de Benio. Qui demande ce qui s'est passé. Sujan se retourne et demande si elle ne sait pas ce qu'il a fait lors de la catastrophe. Et elle secoue la tête. Il dit à Benio que les mains de Roku sont tachées de sang. Sujan n'arrête pas de répéter il y a 2 ans. Un désastre s'est produit dans le dortoir où vivait Roku. Où selon les nouvelles, des Kegars sont apparus du portail. Tué tous les stagiaires qui vivaient là-bas. Et le seul survivant était Roku. Benio est complètement irrité. Eh bien, ton frère, après leur séparation, il s'est rendu dans ce dortoir et a fini par y être tué par l'un des Kegars. Alors Sujan le révèle de manière sadique qu'il n'y avait pas un seul Kegar apparaissant du portail ce jour-là. Et qu'ils ont tous été tués par nul autre que votre cher ami Roku, qui a perdu le contrôle de son pouvoir ce jour-là. Benio n'arrive pas à y croire. Et il se rend au Roku avec une expression peinée. Je me demande si tout cela est vrai. Mais malheureusement, Roku baisse simplement les yeux. Être complètement incapable de parler. Sujan continue en disant que c'est l'un de ses amis d'enfance. Nommé Yudo, il était le frère de Benio. Et cette information vous surprend complètement. Parce qu'il n'avait aucune idée que leur vie était liée à ce point. Benio grince des dents. Et il pose à nouveau des questions sur la tragédie. Et finalement Roku accepte la vérité. Dire que Sujan ne ment pas. Benio perd alors le contrôle. Et prend ton épée. Le pointeur vers le Roku. Et le défie au combat. Roku ne répond pas. Il a simplement l'air hagard et vaincu. Pendant que Sujan baisse calmement les mains de Benio. Affirmant qu'il y a encore quelque chose qu'il n'a pas dit. Soudain, ils entendent un bruit. Et un garçon cagoulé s'approche d'eux. Appelé Roku comme s'il était un ami perdu depuis longtemps. Roku est choqué d'entendre sa voix. Pendant que Sujan le regarde. Et se rend immédiatement compte qu'il est Yudo. Yudo s'approche et enlève sa cape. Pour révéler ses cheveux bleus et un cache-œil. Benio est sans voix. Et essaie d'appeler ton frère. Mais aucune voix ne sort de sa gorge. Sujan dit à Yudo qu'il attendait qu'il se montre avant de sortir le talisman. Mais Yudo se moque simplement de lui. Et cela menace la vie du maillon le plus faible. S'il s'éloigne ne serait-ce que d'un pouce de chez lui. Sujan est obligé d'arrêter. Mais le choc de Roku se transforme en colère intense. Quand il crie à Yudo pour lui demander comment il est vivant. Yudo se moque simplement de lui. Dire que la blessure qu'il lui a infligée est complètement guérie. Et qu'il est là pour raviver leur relation. Et cette taquinerie est plus que suffisante pour Roku. Qui court vers lui en étant très en colère. Mais Yudo claque des doigts. Et un tas de cordes magiques émergent du sol. Attrapant complètement Roku. Sujan en est surpris. Car il n'utilisait même pas de talisman pour cette magie. Il s'approche de Roku. Et commence à se moquer de lui à cause de ses amis. Et le ridiculise parce qu'il est si inutile. Pendant que Roku lui crie dessus. Je me demande ce qu'il a bien fait aux 2 enfants il y a 2 ans. Il s'avère qu'il y a 2 ans. Seul Roku et Yudo étaient assez forts pour mener à bien des missions et tuer le Kegar. Pendant que les autres enfants étaient encore en formation. Parmi eux, Roku était de loin le plus fort. Suivi par Yudo. Et tout le monde voulait être comme eux. Un jour, Yudo rassembla la plupart des enfants dans une seule pièce. Et il leur a promis qu'il pourrait rendre tout le monde aussi fort que Roku. Puis tout le monde s'est réuni dans une pièce. Où Yudo a préparé une sorte de rituel. Et ferma la porte avant de déclencher une magie noire. Pendant ce temps, Roku est de retour. Et demande où étaient les autres 2 filles qui étaient en bas. Ils lui dirent qu'ils étaient dans la chambre de Yudo. Donc Roku n'y a pas beaucoup réfléchi. Il décide de sortir manger du pudding. Mais quand vous essayez d'ouvrir le portail, il ne peut pas. Il en parle à une des filles. Quand soudain, l'autre fille de la série est emmenée dans
un hall. Par une force mystérieuse, ils la suivent immédiatement, et ils la retrouvent effondrée sur le sol, sans bouger aucun muscle. Juste derrière lui, il trouve une des filles en train de pleurer, dire que quelque chose de très grave est sur le point de se produire. Elle lui dit d'arrêter Yudo dès que possible, et elle dit qu'elle ne veut pas devenir Kegari. Soudain, elle commence à se transformer, et il se transforme en un énorme monstre juste devant eux. Avant qu'ils s'en rendent compte, le dortoir entier est rempli de Kegaris, puisqu'ils étaient tous les amis de Roku. Roku et la fille aux cheveux verts. Ils tentent immédiatement de s'enfuir dehors, mais la porte est verrouillée, et l'un des Kegari attrape la fille par derrière, et ouvre la bouche, bavé partout sur elle, alors qu'elle crie à l'aide. Mais tout le corps de Roku est gelé, et il ne peut rien faire. C'est pourquoi il finit par être obligé de regarder la jeune fille se faire dévorer, juste sous vos yeux. En voyant cela, Roku sombre vraiment dans le désespoir, ce qui se transforme bientôt en une fureur sans fin. Berian n'arrive pas à croire à cette histoire, et il reste là, sans comprendre comment un humain peut devenir un Kegari. Ensuite, le Séjan lui dit que cela s'appelle la corruption de Kegari, et peu de gens le savent et sont assez courageux pour se lancer dans la magie noire. C'est l'une des choses les plus perverses que les gens aient jamais faites pour essayer d'acquérir plus de pouvoir. Yudo a utilisé les enfants du dortoir comme cobayes, pour savoir quelle puissance il pourrait gagner, et comment parfaire votre transformation. Autrement dit, il lui dit que le responsable de la tragédie n'était pas Roku, mais ton frère. Yudo. Banyu refuse de le croire, affirmant que son frère est la personne la plus gentille qu'elle ait jamais vue, et qu'il ne ferait jamais ça. Mais Yudo lui-même parle, et dit à Banyu de se taire, parce que sa voix l'irrite beaucoup. Il dit qu'il en a marre d'entendre vos propos trash, et ces gens dit qu'elle doit accepter la réalité, parce que Yudo a toujours trompé ses proches, et dans sa vraie nature, c'est un homme cruel et méchant. Banyu lui demande si tout le temps qu'ils ont passé ensemble était aussi un mensonge. Puis il la détruit encore plus, en disant qu'il ne l'a jamais aimée, et qu'il pensait qu'elle était une sœur stupide, que je ne pouvais pas le suivre, et il considère que c'est l'une des pires choses qui lui soit arrivée. Banyu est stupéfait, alors que Roku fait rage à tel point qu'il commence à briser les cordes magiques avec sa pure force physique. Direction Yudo. Dire que ce qu'il fait maintenant n'a plus d'importance. Il ne lui pardonnera jamais ce qu'il a fait. Il casse la dernière corde, et court vers Yudo, quand soudain votre poing se transforme en un gant enflammé, tout seul, avant de prendre une apparence plus sombre, et frappe-le. Mais Yudo esquive et bat en retraite, alors que ces gens est choqué, voyant que Roku a fait cela sans talisman. La poussière se dissipe, et ces gens se rendent compte que Roku a encore une fois perdu le contrôle de lui-même, car il est enveloppé de colère, et tes yeux deviennent rouges. En attaquant Yudo, l'attaque est facilement stoppée par Yudo, qui n'en est pas intimidé, et il indique à Roku qu'il en a le contrôle total, avant de le jeter contre le mur. Roku se lève une fois de plus, et essaie d'attaquer, mais il est à nouveau touché. Roku pense que la troisième fois est la meilleure, et recommencer, mais il est une fois de plus rejeté. Yudo commence à s'amuser avec ce jeu de tennis, et continue de le repousser encore et encore, tandis que Roku l'attaque sans relâche sans se soucier de rien. Benyo regarde tout de loin, incapable de croire que son frère est le méchant. Maintenant, Roku s'est complètement perdu dans sa colère, et il continue d'avancer. Maintenant, je lance un coup de poing encore plus fort qu'avant. Mais soudain, Benyo apparaît parmi eux, et il essaie de bloquer le coup avec son épée. Roku reprend ses esprits après l'avoir vu, mais il ne peut pas s'arrêter, et renvoie Benyo dans un conteneur. Et elle dit qu'elle l'a fait uniquement parce qu'elle ne pouvait pas le voir se perdre, à cause de la colère en lui. Yudo marche derrière lui, et dit à Roku que vous avez toujours su qu'il était puissant. Il vous propose donc un poste à ses côtés, promettant de vous rendre plus puissant que jamais. Mais Roku lui dit qu'il préfère mourir plutôt que de s'associer à lui. En réponse, Yudo sourit simplement, précisant qu'ils se rencontreront bientôt. Et d'ici là, Roku devrait devenir plus fort, pour qu'il ne s'ennuie pas. Cela dit, il part finalement, et ces gens disent à Roku de ne pas le suivre, et un portail s'ouvre, tout en s'accrochant au mois de mai. Ils entrent dans le monde réel via le portail, et ces gens emmènent Mayo, tandis que Benyo s'agenouille immédiatement, et s'incline devant lui. Demander pardon pour la douleur que ton frère t'a causée toutes ces années. Roku lui dit de lever la tête. Eh bien, c'était aussi sa faute. Il prétend avoir vécu longtemps avec Yudo, et qu'il aurait dû connaître la nature de son ami. D'après lui, s'il avait pourchassé Yudo il y a 2 ans, rien de tout cela ne serait arrivé. Roku n'arrête pas de dire qu'il a remarqué quelque chose. Il a fui la bataille, parce que ça lui fait mal de se souvenir de ce qui s'est passé il y a 2 ans. Pour cette raison, il ne s'est pas amélioré du tout au cours des 2 dernières années. Il se lève et promet qu'il deviendra fort et vaincra Yudo. Benyo se lève, dire qu'elle veut être plus forte avec lui. Elle peut ainsi faire payer à son frère ses péchés. Après cela, quelques jours s'écoulent, et le Roku est assis devant un miroir, et il se souvient comment il est allé à Sagan, et il lui a demandé de l'aider, mais il leur a dit qu'il n'avait pas assez de temps pour cela, avant de rendre le talisman à Roku et de partir. Soudain, Benyo entre dans la salle de bain, et lui demande de libérer la salle de bain, parce qu'elle a besoin de l'utiliser. Plus tard, il se rend au salon, et il trouve une belle femme assise sur le canapé, avec des fleurs tout autour de vous. Benyo descend également et la reconnaît immédiatement avant de la saluer. Elle lui dit que cette femme est Subaru, qui est aussi l'un des 12 gardiens, et ton professeur. Une autre étrange figure ressemblant à un chat s'affiche, dont le nom est Tatara, et il est aussi l'un des 12 gardiens. Mais les gens ne savent pas grand chose de lui, ou elle, qui sait. Soudain, Roku se rend compte que Subaru est l'un des 12 gardiens. Elle doit donc être super forte, et lui demande de le former, pour qu'il puisse devenir plus fort. Benyo emboîte le pas, et s'incline en la suppliant de les former, et étonnamment, elle accepte assez facilement. Dire que l'entraînement commencera le lendemain matin. Puis le lendemain, elle leur demande d'aller dans un endroit spécial, sous couvert de formation. C'est une boutique, où ils reçoivent tous les 2 des vêtements ajustés. Après cela, elle fait essentiellement de sa formation un rendez-vous, et cela les oblige à passer du temps ensemble. Ils semblent avoir du mal à le faire. Et enfin, après qu'ils soient épuisés, Roku achète à Benyo un tas de nourriture, ce qui la rend plus heureuse, et il s'assoit au bord de
de la rivière où ils se sont rencontrés et ils s'arrêtent un moment pour que Benio puisse dévorer toute la nourriture. Il parlait de la vie quand tout à coup, un Kegari apparaît de nulle part, les prendre par surprise. Benio ouvre immédiatement le portail et les deux entrent, seulement pour rencontrer un nombre incroyablement grand de Kegari. Je les attends. Roku sort immédiatement son talisman et il l'utilise pour activer son pouvoir, pendant que Benio utilise ses enchantements. Et préparez-vous à réduire tout ce qui se présente à vous. Soudainement, bien que, elle remarque que Roku semble avoir du mal à contrôler son bras, parce qu'il tombe à genoux en ressentant beaucoup de douleur. Et quand Benio essaie de l'aider, il perd le contrôle et l'attaque. Elle esquive plusieurs fois, pendant que Roku fait de son mieux pour reprendre le contrôle. Mais peur de ne pas pouvoir se contrôler, il demande à Benio de s'enfuir. Benio est cependant déterminé et utilise un de vos talismans de tranquillité sur lui, ce qui consomme beaucoup d'énergie. Mais cela le calme suffisamment pour qu'il reprenne le contrôle de sa propre main. Il est choqué de voir que Benio a pu faire cela, mais son énergie chute rapidement et elle s'agenouille. Il se prépare à affronter les Kegari et Roku bondit en avant, tuer un groupe de monstres. Mais Benio est très faible et retombe, incapable de se défendre. Un groupe de Kegaris l'attaque, mais Roku se précipite immédiatement pour la protéger, avant de la saisir fermement pour être sûr qu'elle ne se blesse pas. Soudain, un groupe de Kegaris meurt derrière eux et ils se retournent pour voir tous les Kegaris autour d'eux. Ils ont été complètement détruits par nul autre que Subaru lui-même. Alors qu'elle les approche dans sa robe victorienne, ils sont immédiatement à nouveau encerclés. Mais Subaru leur dit de se calmer, alors qu'il enlève son talisman et prend un pistolet de son éventail. Elle commence immédiatement à tirer sur les Kegaris, tuer chacun d'entre eux d'un seul coup. Avant de prendre une autre arme, elle choque tout le monde en voyant sa force. Comme elle tire sur tout et sur les autres Kegaris, la vague Kegari ne semble pas s'arrêter et elle est obligée d'invoquer ses armes géantes. Elle décide de passer en mode Rambo et prend un fusil de chasse avant de commencer à faire exploser tout ce qui bouge autour de vous et même vous faire rester immobile. Peur de se faire tirer dessus, Roku remarque que Tatara est également attaqué, mais sans bouger d'un seul centimètre. Tous les Kegaris autour de lui sont détruits. Subaru lui dit que personne ne sait quels sont les pouvoirs de Tatara et qu'il est considéré comme très fort. Et sa vie est un mystère même pour les 12 gardiens. Et peut-être qu'il pourrait être une femme. Elle continue de faire exploser les ennemis et bientôt il porte un grand coup qui tue tous les Kegaris autour d'eux. Roku et Benio sont choqués par leur résistance et sa capacité magique, car elle n'a même pas versé une goutte de sueur. Plus tard dans la nuit, Roku et Benio reviennent de leur rendez-vous et ils trouvent la maison entièrement rénovée. On dirait un palais. Il a l'air confus quand soudain se trouve Subaru dans une situation délicate et découvre qu'elle est une femme au corps puissant. Cela le rend évidemment rouge comme une tomate et il sent son épée se réveiller comme jamais auparavant. Benio le remarque et l'expulse, le traitant de pervers. Le lendemain matin, Roku a été chargé de faire de la broderie aux côtés de Benio. Il ne peut pas le faire correctement et prétend que Subaru en profite simplement. Mais Benio pense qu'elle doit faire cela pour une raison. Et puis elle se rend compte qu'elle fait cela pour augmenter leur concentration. Parce que Roku a perdu le contrôle de son propre bras. Cela peut les faire mourir à tout moment. Plus tard, il prépare du thé pour Subaru, qui est resté là et leur a donné des ordres. Elle lui donne du thé, mais elle fait un peu d'histoire avant de le prendre. Pendant que Benio court vers elle avec quelque chose à manger avec son thé, elle dit à Roku de lui faire un massage des épaules. Mais Roku en a assez et commence à la maudire pour qu'elle arrête de les déranger. Il se souvient à quel point il était faible récemment, au point de perdre le contrôle de lui-même à plusieurs reprises. Et à chaque fois Benio doit le sauver. Subaru se contente de rire et leur dit que toute forme de formation serait inutile, parce qu'ils ne peuvent pas penser en équipe. Elle leur dit qu'en tant qu'équipe, ils doivent être capables de comprendre très facilement les signaux non verbaux pour être prêts à toutes circonstances. Mais ils sont incroyablement mauvais lorsqu'il s'agit de se comprendre. Benio dit qu'elle comprend parfaitement Roku, mais Subaru se contente de rire et il propose une partie de cache-cache. Elle leur dit que si tous les deux peuvent découvrir où elle se trouve, elle commencera à les prendre au sérieux et il poursuivra avec un entraînement rigoureux. Roku pense qu'il doit être incroyablement facile de trouver quelqu'un comme elle qui essaie de se cacher, surtout avec une robe aussi énorme. Elle entame alors un compte à rebours et dès que le compte à rebours se termine, il disparaît tout simplement dans les airs. Il se met immédiatement à sa recherche dans toute la maison, mais il ne la trouve nulle part. Benio appelle Roku qui court vers elle et il la retrouve dans sa chambre avec un magazine à la main. Il s'avère que dans cette pièce, ils ont trouvé une note, là où Subaru a dit qu'elle se dirigeait dehors. Benio part et Roku court immédiatement après elle, mais au bout d'un moment, il s'arrête et commence à réfléchir à l'endroit où ils essaient d'aller. Benio le traite d'idiot avant d'entendre deux filles parler d'une belle femme vêtue d'une très jolie robe. Roku leur demande immédiatement où ils ont vu la femme et il désigne un café. Ils arrivent à la cafétéria et ils ne trouvent personne, mais Benio remarque une tasse de thé avec du rouge à lèvres et elle se rend compte qu'ils sont sur le point de la retrouver. Roku demande à la serveuse où est allée la femme qui était assise là et elle dit que la femme est allée dans un magasin de vêtements. Il se dirige immédiatement vers le magasin de vêtements le plus proche, où le propriétaire du magasin leur dit qu'ils viennent de la perdre. Eh bien, elle est entrée dans un magasin d'antiquités. Ils courent vers le magasin d'antiquités et ils apprennent que la femme avait faim. Et je suis allé au restaurant, les obliger à y aller. À l'intérieur du restaurant, le serveur demande s'ils sont amis avec Subaru et commence à entamer une conversation. Mais Roku est furieux et dit que non. Mais Roku se met en colère et demande où est allé Subaru. Et le serveur répond qu'elle a mangé beaucoup de choses. Et je lui ai dit que ses amis venaient et qu'il paierait. Il quitte le restaurant épuisé. Et tout l'argent de Roku a également disparu. Roku était sur le point d'abandonner. Il allait abandonner les recherches et admettre sa défaite. Mais Benio lui dit que s'ils veulent la retrouver, il devrait réfléchir à ce qu'elle aurait pensé à ce moment-là. Benio pense qu'elle est peut-être allée à un cours de gym parce qu'elle voulait
voulait suivre un régime. Et Roku est d'accord. Les deux courent rapidement vers un cours de Zumba, où ils voient enfin le dos de ce qui pourrait être elle. Mais quand ils se sont rapprochés pour voir, c'était juste Tatara avec une perruque. Il leur donne un mot. Il dit que leur hypothèse était bonne, mais malheureusement incorrecte. Ils quittent le bâtiment épuisé quand soudain toute la zone devient rouge. Et ils se rendent compte qu'un Kegari doit être à proximité. Benio ouvre immédiatement le portail. Et les deux y entrent et se préparent au combat, mais ils ne parviennent pas à localiser le monstre. Soudain, ils sont attaqués, mais ils parviennent à esquiver. Kegari se révèle cette fois être une pieuvre géante qui est apparue dans plusieurs de mes vidéos nocturnes. Roku n'aime pas cette créature. Il ramasse donc immédiatement quelques pierres et les enchante avant de les lancer sur le monstre. Mais la créature esquive toutes ses attaques. Benio sort immédiatement ses épées et essaie d'utiliser sa technique spéciale de danse des lames pour déchirer la bête. Mais les attaques n'ont aucun effet sur le corps adipeux de la pieuvre. Soudain, la créature libère un immense écran de fumée couvrant toute la zone, séparant Benio et Roku. Ils essaient de s'appeler mais ne trouvent pas leur chemin. La pieuvre trouve des ouvertures et attaque Benio et Roku. Mais tous deux esquivent les attaques. Roku sort immédiatement son talisman, mais s'arrête car il a peur de frapper Benio ou de perdre le contrôle de son bras. Benio retient également ses attaques de peur de finir par blesser Roku. Et avant qu'ils aient pu penser à quoi que ce soit, le monstre attaque à nouveau Benio. Et bien qu'elle esquive le premier coup, elle finit par être touchée par le deuxième tentacule et se retrouve projetée contre le mur. Roku essaie de se diriger vers elle, mais finit par esquiver de peu l'attaque et retombe au sol. Benio se relève une nouvelle fois et se rend compte qu'il ne devrait pas anticiper les mouvements du monstre, mais plutôt agir en faisant attention à Roku afin qu'ils puissent synchroniser leurs attaques. Roku pense la même chose et finalement il se synchronise et se prépare pour une attaque. La pieuvre attaque les deux et Roku décide d'attaquer, utilisant son gant pour frapper les tentacules de la pieuvre. Tandis que Benio se rend vite compte de ce qui se passe et se précipite immédiatement pour détruire les tentacules. Bientôt, les deux se lancent vers la pieuvre dans une attaque synergique et ouvrent ainsi un trou dans la créature, la détruisant complètement. Soudain, ils entendent le bruit de quelqu'un applaudissant et se retournent pour voir Subaru au sommet du bâtiment à côté de Tatara. Elle les félicite pour leur travail d'équipe, affirmant qu'ils se sont beaucoup améliorés. Tout cela parce que cette fois, Roku a utilisé 1% de son cerveau au lieu de simplement se mettre en colère et attaquer comme un enfant de 10 ans. Grâce à cela, il a cette fois pu contrôler parfaitement son bras. Les deux célèbrent la victoire avant de se tourner vers Subaru et de dire que le jeu n'est pas encore terminé. Ce qui veut dire qu'ils ont gagné parce qu'ils l'ont trouvé. Subaru soupire simplement et disparaît, leur offrant leur célèbre victoire. Le lendemain, elle sort avec Tatara et en partant, elle remet un mot à Benio qui le lit et devient furieux avant d'entrer dans la chambre de Roku et trouve un beau magazine sur la nature humaine et irrité, le Benio le jette. Après cela, quelques jours s'écoulent sans qu'aucun incident ne se produise et Roku continue de s'entraîner afin qu'il puisse évoluer le plus rapidement possible. Il se rend compte que sa puissance a beaucoup augmenté car il utilise son coup de poing pour éteindre un tas de flammes. Il pense aux fois où il a perdu le contrôle de son pouvoir et au fait qu'il ne veut plus jamais blesser Benio. Il décide donc d'essayer d'utiliser son pouvoir supplémentaire. Il utilise donc ses coups de poing, mais cette fois en s'assurant qu'aucune des flammes ne s'éteint. Il fait cela avec toutes les bougies restantes et lorsqu'il se sent satisfait, il finit par se rendre compte qu'il ne peut pas vaincre Yudo simplement en contrôlant sa force. Pour affronter Yudo, il devra utiliser toutes ses forces tout en gardant le contrôle. Mais maintenant, il décide que cela ne vaut pas la peine d'y penser trop. Alors il met fin à sa journée. Cependant, lorsqu'il se dirige vers chez Benio, il trouve beaucoup de fumée provenant de la cuisine. Il court immédiatement et trouve Benio en train de préparer quelque chose dans une marmite géante. L'odeur est vraiment mauvaise et elle ressemble à une scientifique travaillant dans une centrale nucléaire. Il demande ce qu'elle prépare et elle lui répond qu'elle a décidé de préparer un excellent déjeuner sain avec des légumes, des sardines, du thon, des saucisses, des têtes de poulet et des testicules de buffle. Rapidement, Roku la gronde, disant que sa nourriture est de la merde et qu'elle ne devrait plus jamais cuisiner de sa vie. Mais Benio ne fait pas attention à lui et dit que son plat est prêt. Roku refuse de manger quoi que ce soit, alors elle lui montre un verre de jus de Chernobyl qu'elle a créé et qu'elle boit tous les jours pour rester en bonne santé. Elle prétend qu'elle lui a même préparé une tasse, ce qui est très gentil de sa part, mais Roku ne veut toujours pas boire cette mer. Benio lui montre comment boire et dit que Roku ne devrait pas être un vrai mâle et qu'il devrait adorer avec des objets durs et épais. Évidemment, Roku ne peut pas laisser tomber ça, car il n'a que l'esprit d'un garçon de 10 ans. Alors il boit aussi la boisson, mais la boisson finit par être si amère et mauvaise qu'il finit par se rouler constamment par terre en la maudissant. Il se lève, il dit qu'elle ne sera jamais une bonne épouse en préparant une nourriture horrible comme celle-là. Elle s'énerve et lui demande s'il sait cuisiner, et bien sûr, il répond qu'il sait très bien cuisiner. Elle le regarde avec incrédulité, mais Roku est très confiant en ses capacités. Elle le met au défi de cuisiner et il accepte facilement le défi. Et il lui dit qu'à partir de maintenant, ils auront une politique de rotation où le déjeuner sera préparé par elle et le dîner par lui. Et c'est ainsi que Benio a fini par découvrir que Roku est de loin supérieur à elle en matière de cuisine. C'est pourquoi elle finit par lui permettre de cuisiner avant de lui dire qu'elle part travailler de nuit. Roku commence alors à préparer le dîner et Benio sort et commence à courir le long de la rivière en pensant à sa nourriture faite maison quand de nulle part elle voit un couple mère-fille portant joyeusement les courses à la maison pour préparer le dîner pour le déjeuner. Elle se souvient que sa mère demandait à son père ce qu'il voulait manger même face à un Kegari géant. Ils étaient l'un des exorcistes les plus puissants et travaillaient ensemble tout le temps. Pour vaincre les Kegari, ils utilisaient simplement leurs incantations et attaquaient les créatures dans une attaque orchestrée qui détruisait les Kegari d'un seul coup, ce qui choquait toujours
toujours les exorcistes qui les voyaient en action. Benio adorait son père et sa mère et leur disait toujours qu'il voulait être comme eux quand il serait grand. Pendant ce temps, Roku préparait le dîner, utilisant toute la cuisine et cuisinant avec tout ce qu'il pouvait pour préparer le meilleur plat que Benio aurait jamais mangé de toute sa vie. Il se laisse distraire et finit par brûler quelque chose, mais il parvient à contrôler toute la cuisine et prépare ainsi un beau bol de riz avec un œuf au plat, tandis qu'un tas d'ustensiles sont jetés dans l'évier pour être lavés au lave-vaisselle, qui en cette affaire est le surnom affectueux que Roku a donné à Benio. Il attend le retour de Benio, se rend compte que cela fait longtemps qu'elle est partie et commence à s'inquiéter. Pendant ce temps, Benio revient à la réalité quand, sorti de nulle part, Kinako dit qu'il devrait rentrer chez eux car il fait déjà nuit, mais Benio ne semble pas d'humeur à socialiser et continue de courir dans la même direction. Soudain, ils sentent que quelque chose ne va pas et elle tombe, tandis que Kinako commence à trembler et dit qu'elle sent la présence d'un Kegari très proche d'eux et que ce Kegari est aussi très puissant. Quelque temps plus tard, Roku arrive à l'endroit avec la nourriture emballée car il ne voulait pas que Benio mange sa nourriture froide. Il la cherche, se demandant où elle aurait pu aller quand soudain une pensée lui vient à l'esprit et si elle était allée affronter un Kegari seul. Et c'est exactement ce qui se passe. À l'intérieur du portail, Benio se tient debout, ses épées à la main. Elle ne se soucie pas que son petit ami soit effrayé par les monstres gigantesques devant lui. Et c'est ainsi que le titan colossal tente d'attaquer, elle saute et décide de l'affronter d'un seul coup. Mais, à sa grande surprise, le Kegari explose et quelqu'un en sort, la jetant au sol. Elle le regarde et remarque une créature qui ressemble à une étrange combinaison d'un Kegari et d'un humain avec un œil doré. Le gars lui demande si elle sait où trouver les exorcistes jumeaux, disant qu'il la tuera même si elle répond à la question. Il commence le compte à rebours et Benio commence immédiatement à se souvenir de son enfance, car ses parents ont été vaincus et retenus captifs par ce même monstre, qui leur a également donné le choix à ce moment-là de choisir entre sauver son père ou sa mère. Alors qu'il compte à rebours jusqu'à 10, elle se lève et finit par prononcer son nom, ce qui choque un monstre nommé Kamui qui lui demande comment elle le connaît. Elle ne répond pas et l'attaque immédiatement, mais il s'écarte facilement, tandis qu'elle commence à courir aussi vite que possible, essayant de lancer ses attaques, tout en lui demandant s'il est inconsidéré pour toutes les personnes qu'il a tuées jusqu'à présent. Elle tente de trouver une ouverture, tout en lui demandant s'il se souvient du couple d'exorcistes qu'il a tué il y a 6 ans. Il ne répond pas, ce qui la met encore plus en colère et elle décide d'attaquer. Mais à sa grande horreur, il frappe simplement son épée et la brise avant d'utiliser une explosion magique pour lui briser la jambe et la faire tomber au sol. Il s'approche et dit qu'il ne se souvient pas du nombre d'insectes sur lesquels il a marché avant de sauter et de lui donner un coup de pied viol au visage, ce qui brise complètement son armure et la jette. Il s'approche d'elle alors qu'elle est immobile sur le sol et lui demande si elle a vécu toute sa vie dans l'espoir de se venger de lui pour avoir tué ses parents, et si tel est le cas, alors c'était une pathétique démonstration de force à son égard. Parti. Il s'approche et lui pose les pieds sur la tête, avant de lui demander comment elle aimerait mourir. Il lui donne deux options, lui disant qu'elle peut être écrasée à mort comme ses parents, ou qu'elle peut mourir en ayant la tête écrasée dans le sol. Littéralement les deux options sont les mêmes. Il lui dit alors qu'elle aura 10 secondes pour se décider. Il commence le compte à rebours, et elle se souvient que lors de leurs funérailles, elle a promis qu'un jour elle les vengerait, et se met à pleurer pendant que Kamui compte à rebours. Elle se sent complètement inutile, car elle n'était pas capable de faire quoi que ce soit correctement, et Kamui était sur le point de terminer le compte à rebours quand soudain Roku lui lance un puissant coup de poing qui le fait s'éloigner d'elle. Il reproche à Benio d'être si imprudent et d'essayer de combattre seul un Kegari aussi puissant, même s'ils forment une équipe. Il dit à Benio qu'il a même pris son dîner pour elle parce qu'il ne voulait pas qu'elle mange de la nourriture froide pour le dîner, et cela lui touche vraiment le cœur, et elle lui dit de s'enfuir parce qu'il ne peut pas vaincre ce monstre. Kamui émerge des décombres et se dirige vers eux, disant qu'il va les tuer tous les deux, mais heureusement, Kamui leur donne à tous les deux une ouverture pour s'échapper, ce qui donne à Roku suffisamment de temps pour s'échapper avec Benio dans un endroit sûr. Il la guérit aussitôt et lui dit qu'ils doivent rentrer et rapporter tout cela à leur supérieur. Benio est maintenant très émotif et raconte tout à Roku sur la façon dont ses parents sont morts à cause de cette créature. Il lui a alors dit qu'il avait perdu tout ce qu'il avait dans sa vie, mais qu'elle avait donné un sens à sa vie. Il promet à Benio qu'un jour ils reviendront et tueront Kamui, quoi qu'il arrive, mais pour l'instant, ils doivent simplement survivre et devenir plus forts pour revenir plus fort un jour. C'était la première fois que Roku prenait une décision mûre de toute sa vie, et à partir de maintenant l'anime ne fera que s'améliorer, mais malheureusement cette vidéo s'est terminée ici. Maintenant, regardez d'autres vidéos qui apparaissent sur votre écran, et si cette vidéo fonctionne très bien, peut-être qu'un jour je ferai une suite.